Bienvenue sur les ondes de la bascule, un podcast présenté tour à tour par Laura et Lucie, deux électrons libres en quête de sens. Nous vous partageons les récits d'avant-gardistes dont la prise de conscience les a amenés un jour à se mettre en action pour participer à la construction de cette nouvelle ère. Ils se livrent et nous racontent leur transition, ce point de bascule qui a changé leur vie. Que vous soyez à la recherche de plus de sens, que vous souhaitiez entreprendre pour participer à construire un monde meilleur, ou simplement ajouter une dose d'inspiration à votre quotidien, vous êtes au bon endroit. Selon le rapport du GIEC, on a 6 ans pour vraiment commencer un changement drastique. Donc, on a 6 ans pour réduire les gaz à effet de serre de manière quand même assez importante. En ce moment, ça augmente. On ne réduit pas, ça augmente. Fait qu'on a 6 ans pour que ça diminue, puis de manière assez importante. Après ça, c'est pas la fin du monde dans 6 ans, c'est pas ça. C'est qu'après ça, on va arriver à un point de non-retour. Bonjour à tous et à toutes, c'est à mon tour, Laura, de prendre le micro pour un nouvel interview un peu spécial, qui, je ne vous le cacherai pas, m'a particulièrement touchée. J'ai rencontré François un peu par hasard par le biais d'une amie ici où je vis, à Montréal, et après 2 phrases au détour d'une conversation, j'ai su qu'il fallait que vous écoutiez son histoire. Vous y croyez, vous, de toute façon, au hasard ? François, pour moi, c'est un guerrier pacifiste des temps modernes. Il a choisi très jeune de consacrer sa vie à l'activisme écologique. Vous découvrirez son parcours incroyable, dont sa rencontre avec Greenpeace et les victoires écologiques qu'il a vécues en leur côté, puis sa transition aujourd'hui vers Extinction Rebellion, le nouveau mouvement citoyen mondial dont il est le porte-parole ici au Québec. Ça vous parle le nom de ce mouvement, Extinction Rebellion ? Vous retrouverez dans cette interview plusieurs points de bascule. Ceux de François, bien sûr, mais aussi ceux du réchauffement climatique, sujet plus que jamais au cœur de l'actualité. Vous comprendrez comment les industries capitalistes y jouent un rôle non assumé et détourné, et pourquoi il faut les freiner. C'est ici qu'entre en jeu la désobéissance civile. François nous expliquera cet acte engagé et comment il permet de faire bouger les lignes. Enfin, on parlera solutions. Comment se réunir autour d'un sujet qui nous concerne, nous appelle et pour lequel nous ne sommes jamais seuls dans nos questionnements. Allez, j'arrête de vous faire patienter. Je vous souhaite une très bonne écoute à tous. J'ai étudié les sciences humaines. Puis, après un certain temps, les études en sciences humaines m'ont amené à me poser beaucoup plus de questions sur l'humanité en général. Puis d'essayer de voir un peu pourquoi il y a autant d'injustices dans le monde. On étudiait l'histoire, puis je voyais pendant l'histoire, il y a tout le temps eu des injustices, des colonisateurs, Puis j'ai essayé d'aller voir c'est quoi les racines du problème. Puis j'ai lu plusieurs livres, dont un livre qui s'appelle Modern Money Mechanics. Puis c'est un livre qui explique vraiment les rouages du capitalisme, les rouages. Puis c'est là que j'ai réalisé que même au sein même de comment que notre société économique elle est construite pour diviser les gens, pour créer des injustices, justement. C'est fait pour ça, puis ça m'a vraiment indigné. Mais je me sentais un peu tout seul là-dedans. Fait que j'ai écouté les documentaires, tout ça, puis en fait, sous le coup, ça m'a amené quasiment une dépression, là. C'était pas en premier. Fait que je suis parti en voyage. Puis quand je suis revenu de voyage, il y avait Occupy Montréal. Puis c'était un peu d'occuper l'espace pour manifester justement l'injustice face au système économique capitaliste extrême là, qui se faisait dans le monde. Puis fait que là, ça m'a attiré parce qu'il y avait une sorte de collectivité vis-à-vis l'indignation que je vivais. Puis tu sais, pour moi, c'était la première fois que je le vivais avec d'autres gens au lieu de le vivre seul. Puis à ce coup, c'est vraiment attirant comme mouvement. C'est un peu un mouvement qui essayait de s'entraider ensemble. C'est comme créer un petit village, puis de montrer à la société qu'on n'a pas besoin du capitalisme, puis de société, des banques, tout ça, pour pouvoir survivre. Fait que c'était bien, jusqu'à temps qu'à un moment donné, dans le mouvement, il y avait un monsieur avec la cravate, avec sa tasse de café, son gobelet de café Tim Hortons, puis il y a quelqu'un qui était vraiment comme
un peu méchant vers lui, puis qui l'a fait retourner de bord. Puis moi, je me suis dit, c'est pas ça le mouvement que je veux, dans le fond, c'est pas dans ce mouvement-là. Fait que là, encore, là, je suis redevenu un peu seul dans ce que je m'imagine d'un changement social, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis fait aborder par quelqu'un de Greenpeace dans la rue qui me dit Tu connais-tu Greenpeace? Moi, je pensais que c'était juste des gens qui étaient contre la chasse aux baleines. J'ai découvert que c'est un peu plus que ça. Puis c'est ça, puis là, ils m'ont demandé si je voulais travailler pour eux. Puis j'ai décidé de travailler pour eux. Dans la rue, comme ça. Ouais, c'est ça. Puis, parce que, tu sais, encore une fois, je cherchais une famille où je me cherchais parce que je pense que quand t'es tout seul, c'est sûr que tu peux être vegan, tu peux réduire ton empreinte écologique, mais j'ai l'impression que si tu te sens tout seul là-dedans, tu vas pas... c'est dur de tenir. Oui, c'est ça. Tu vas pas te rendre... tu vas pas t'épanouir là, vis-à-vis ton sentiment d'indignation, ton sentiment du changement, là. Fait que pour moi, ça a été une belle famille, Greenpeace, là. J'étais là, puis quand je travaillais, je travaillais pour faire la collecte de fonds. Mais moi, je voulais aller plus loin que ça, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'argent pour vous donner, puis c'est normal, là. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de partir comme un groupe aussi j'amenais des... je disais aux gens, t'as pas d'argent, mais les mercredis soirs, viens nous rejoindre. Puis là, bénévolement, après c'est comme bénévole, j'ai parti comme un groupe de bénévoles. Il était déjà un peu installé, mais je l'ai vraiment fait grandir. Puis là, c'est ensemble, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème climatique, un problème d'environnement, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, en groupe, on décidait nous-mêmes des actions qu'on pouvait faire dans notre communauté locale. Puis, tous les gens qui venaient avaient vraiment un sentiment de s'épanouir dans une lutte pour un monde meilleur. Puis, c'est là que j'ai vraiment compris que je pense que c'est la manière qu'il faut faire. En fond, il faut le faire ensemble. Il ne faut pas le faire chacun de notre côté. Ça m'a vraiment aidé. Là. J'étais un peu moins dépressif, je dirais, là, vis-à-vis le monde qui va mal. Là. Quand que j'ai pu seulement travailler en groupe. Là. Puis ça a commencé comme ça. Je te dirais ça, c'est quand j'avais comme 22 ans. Après ça, Greenpeace ont tellement aimé mon travail qu'ils ont décidé de m'engager comme chargé de mobilisation. Puis après 5 ans, on a réussi à stopper le plus gros projet de pipeline de l'éoduc dans l'Amérique du Nord. C'était le plus gros, puis ils voulaient faire ça au Québec. La problématique, c'est qu'il y a une énorme pipeline qui transportait 1,1 million de barils de pétrole par jour, qui venait des sables bitumineux, qui est l'industrie la plus polluante au monde. Si tu prends les sables bitumineux, juste pour donner un peu une perspective, là, c'est si tu prends les gaz à effet de serre que cette industrie-là émet, c'est l'équivalent de toutes les automobiles du Canada. Donc, il émet autant de CO2 que toutes les automobiles du Canada pour faire du gaz que tu vas mettre dans ton auto. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai travaillé à Greenpeace, puis ça a été une des luttes que j'ai faites pendant 5 ans, là, quand je travaillais à Greenpeace. Là, j'avais plusieurs contrats. Fait que ça, il y avait Cool Pas chez nous que j'ai aidé, mais il y a beaucoup d'autres projets que j'ai fait partie. Après ça, Greenpeace m'ont vraiment engagé comme chargé de mobilisation. Donc moi, je m'occupais de mobiliser au Québec des bénévoles. Puis c'est de créer des stratégies de mobilisation. Parce que c'est pas Greenpeace qui change le monde, c'est le monde qui change le monde. Puis je pense que Greenpeace le sait très bien. Donc c'est pour ça que moi, mon travail, c'était de ramasser le plus de monde possible. Être un réunificateur, en fait. Oui, c'est ça. Puis d'amener ces gens-là à des fronts communs. Donc, tu sais, comme pour pas que tout le monde soit dispersé à se battre un peu sur tous les fronts, de pouvoir essayer de stratégiquement mobiliser les gens sur des fronts spécifiques, d'amener les gens vraiment sur le front judiciaire, juridique, parce que le ministre de l'Environnement n'a même pas fait son travail d'évaluation environnementale puis de donner des permis pour faire un port pétrolier qui était pour ce pipeline-là, dans le fond. Fait qu'on a vraiment mobilisé les gens vers ce front-là, ce front de bataille, là, je pourrais dire. Puis, ils ont gagné en cours. Puis, ça a eu un impact énorme, justement, dans cette lutte-là, parce que
Finalement, ils ne pouvaient plus avoir de port pétrolier. Fait que s'il n'y a pas de port pétrolier, là, ils ne peuvent pas amener de pipeline. Là, ça compliquait vraiment. Fait que c'est vraiment aussi... t'es souvent dans des luttes. C'est comme... c'est une lutte non violente. Là. On se fait pas mal l'un l'autre, mais on est des adversaires puis on essaie de gagner. C'est vraiment... on veut gagner. On veut qu'ils perdent. Mais quelles actions vous avez mis en place concrètement, en fait, justement, pour mener cette bataille? Il y a eu une marche des peuples pour la Terre-Mère qui s'est faite. Donc, c'était une marche de, je pense, quelque chose comme 800 km. Puis là, à travers la marche, ils ont suivi l'itinéraire, le parcours que le pipeline qui serait construit aurait lieu. Puis, pendant la marche, elle allait dans tous les villages, les communautés, faire des événements de sensibilisation pour que les gens dans la communauté sachent, premièrement, que ça se passe, là, qu'il y a un pipeline qui va peut-être passer à côté de chez eux, mais aussi, tu sais, qu'ils voient aussi l'autre côté. Parce que sinon, c'était juste la compagnie qui faisait sa propre tournée pour essayer de convaincre les citoyens que le pipeline, c'est la meilleure chose dans le monde, là, puis qui était vraiment pas le cas, là. Puis ça l'a fait en sorte que c'était plus juste quelques écolos de Montréal qui sont mobilisés, mais justement les gens des communautés impactées. Le matin, je m'en allais travailler à Greenpeace, puis je vais dans le journal, le pipeline TransCanada Énergie a été abandonné. Puis là, c'était comme victoire. Là. Les investisseurs, ils ont retiré leurs investissements parce qu'ils voyaient plus l'intérêt. Puis ça a été une réussite. Puis ça, je pense que c'est un des moments les plus mobilisateurs pour moi, là, parce que j'étais comme, aïe, on a réussi. C'était vraiment, c'est comme David contre Goliath, puis on a gagné. Là, fait que c'est là que comme tu réalises que tu peux vraiment changer le monde. Là. Ça suffit juste, on n'avait pas les millions, là, on était juste des gens bien mobilisés, qui étaient dévoués, puis qu'on a réussi à le faire. Là. Puis on se battait contre des gens qui sont millionnaires, là, puis qui ont de l'argent pour... Sans violence et sans argent. Sans violence et sans argent, fait que ça prouve que c'est possible. C'est possible de créer des changements dans la société. Puis avec l'expérience que j'ai eue avec cette lutte-là, puis d'autres aussi, j'ai eu d'autres luttes. Donc, par exemple... Il y a un autre éloduc qui est vieux de 45 ans, qui est déjà existant, c'est un gazoduc qu'ils ont transformé en éléoduc. Ils ont changé le sens, puis ça passe de la rivière des Outaouais, puis ça s'en vient jusqu'à Montréal. Mm-hmm. Puis la rivière des Outaouais, c'est là notre eau potable, principalement notre eau potable, ça, de Montréal, elle vient. Donc si le pipeline brise, ben, on n'a plus d'eau potable sur Montréal. C'est un peu grave, là. Fait que ça, plus que ça contribue au gaz à effet de serre. T'sais. Puis, fait que moi, je me suis attaché après ce pipeline-là, dans le fond, pour bloquer carrément le flux du pipeline, pour pas qu'ils puissent remplir les bateaux pour envoyer ça à travers le monde. Fait que j'ai gagné l'expérience, justement, en désobéissance civile, en faisant ça. Je suis maintenant formateur en désobéissance civile aussi, puis j'essaie d'inspirer les gens avec ces histoires-là. Puis, moi, je le fais maintenant... à travers un mouvement qui s'appelle Extinction Rébellion. Je travaille beaucoup à Greenpeace d'installer une sorte de philosophie, ils appellent ça le People Powered Campaigning. En français, il n'y a pas vraiment de terme, là, mais c'est un peu dans la philosophie de soulever la population pour pouvoir qu'eux-mêmes puissent créer le changement, que ce ne soit pas créé par une ONG. T'sais. Soulever, outiller, financer s'il faut, mais de donner tout ce que la population a de besoin pour qu'eux-mêmes créent le changement. Donc j'ai travaillé fort à Greenpeace, dans le fond, essayer d'implanter ça dans la structure là, de Greenpeace, puis aussi de montrer des exemples pour que ça se fasse. Puis c'était peut-être pas toujours comme que moi, j'avais la vision de le faire.
Après ça, le dernier contrat que j'ai eu à Greenpeace, je suis parti en voyage, puis j'ai eu une grosse réflexion sur comment que je peux amener ma vision, tu sais. Puis c'était vraiment un addon, là, Extinction Rebellion est arrivé. Là, je trouvais que c'était intéressant. Puis... T'as découvert ça sur les médias, donc. Oui, fait qu'après ça, je suis allé à une présentation d'Extinction Rebellion qui était donnée par c'est comme deux de mes amis qui étaient là en plus, qui faisaient juste présenter ça. Dans le fond, il n'y avait pas rien qui existait au Québec. Puis les principes et les valeurs d'Extinction Rebellion viennent vraiment me chercher. Je pense que c'est les principes et des valeurs, il y en a 10, là, vous pouvez les voir sur Internet. Là. Mais tu sais, comme la non-violence, c'est un mouvement décentralisé, on n'est pas là pour pointer du doigt des individus, puis de dire, d'insulter ou ces choses-là. Donc je me suis dit, bon, ça, c'est vraiment les principes, des valeurs qui viennent me chercher. Puis les demandes d'Extinction Rebellion, je pense, sont importantes qu'il y ait un mouvement dans la société qui est plus comme radical, qui est plus pour justement faire tout bouger l'état d'esprit de la population vers quelque chose de plus un changement plus radical. Fait que pour moi, c'est vraiment me chercher, puis j'ai fait, je pense que j'ai trouvé ma place, dans le fond. Dans ce temps-là, j'étais sur le chômage, puis j'étais comme, je peux pas rester chez moi avec toutes ces connaissances-là que j'ai acquises pendant 6 ans à Greenpeace, puis de les garder pour moi. Il faut que je trouve une manière de les partager, de les donner. Puis pour moi, ça a vraiment été point de bascule, justement, que j'ai fait, waouh, je pense que c'est vraiment là que je vais m'épanouir. Là. Fait que là, pendant la présentation, je me suis levé, puis j'ai dit, moi j'embarque, dites-moi juste ce que vous voulez faire, je suis à votre disposition. Il y a plein de gens qui étaient quasiment applaudis, ils étaient comme, yes, on est contents, parce que le monde me connaissait là, quand même dans le mouvement écologique, là, des gens qui me connaissent, fait qu'ils étaient comme vraiment contents que je sois là, puis c'est ça, puis j'ai commencé en me disant, moi, je vais faire des formations, donner formateurs, donner des formations à la désobéissance civile. Après ça, c'est de coordonner des actions de désobéissance civile, montrer comment on coordonne ça, comment on crée des actions. Parce qu'il y a toute une gestion de risque à faire là-dedans, là, c'est quand même compliqué. Toute la logistique, ces choses-là, donc c'est un peu par mentorat un peu, j'ai amené des gens à venir faire ça, puis maintenant, ils en font sans moi. Là, fait que tu sais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun à voir. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'épanouissent là-dedans grâce à ça. Puis qu'est-ce que tu as mis en place comme action? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu fais, de ce que tu transmets? Oui. On a commencé par... ça, c'est important, que n'importe quel groupe, si l'auditoire, vous avez envie de vous créer un groupe là, ensemble, ça commence toujours comme 5-6 personnes, autour d'une bière, là, qui ont une idée farfelue, là, qui veulent changer le monde. C'est tout le temps comme ça, un peu. Là. Puis, ces 5-6 personnes-là, je pense que l'important en premier, là, c'est de tout de suite penser à la structure organisationnelle dans laquelle vous allez fonctionner. Donc, fait que là, nous, par exemple, on a dit, on va avoir plusieurs comités. Donc, nous, on est un mouvement qui se veut décentralisé, holocratique. Donc, il faut créer une structure en sorte que les gens ont des rôles et responsabilités spécifiques pour commencer le mouvement. Donc, on s'est posé la question, comme quel genre de structure? Puis là, il peut y avoir un comité culture régénérative qui va s'occuper du bien-être de tout le monde, un comité tactique, comité de communication. Bon, c'est un peu de penser à la manière, la structure organisationnelle dans laquelle vous imaginez faire votre changement. Puis après ça, c'est d'aller chercher tous les gens que vous avez récoltés comme des noms là, qui sont supporters à votre cause. Donc, tu fais une pétition. Après ça, tous les gens qui ont signé ta pétition, tu les invites à présenter la structure dans laquelle tu aimerais fonctionner. Puis là, il y a des gens qui vont lever des mains. Moi, je suis prête à faire partie du comité de communication. Puis, parfait. Puis c'est un peu comme ça qu'on a commencé. C'est des gens, des volontaires qui ont levé leurs mains. Donc, tu as commencé à réunir des gens, puis en parler déjà. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là que je dirais que vraiment Extinction Rebellion Québec a vraiment commencé. Là, on avait des comités par-ci, par-là. On était rendu peut-être quasiment une vingtaine de personnes, peut-être plus, là, qui ont décidé de donner 1 heure par semaine à la cause, puis dans le mouvement. Puis c'est là qu'on a vraiment commencé à pouvoir avoir les capacités de faire des actions.
Parce qu'avant de pouvoir faire les actions, il faut que tu crées une sorte de structure, de support, de ressources, puis que tu vas pas faire une action où tu n'as aucun média qui va venir couvrir ton événement, parce que bon, c'est dommage, ton sacrifice que tu vas avoir fait de ta liberté peut coûter cher. Là. La stratégie d'action d'Extinction Rebellion, c'est le coût médiatique. Oui, il faut... oui, il faut faire. Oui, c'est ça. Il faut vraiment que les gens allument sur la crise climatique. Là. C'est comme on veut perturber ou. C'est ça. C'est comme si des gens qui se sont construits autour d'un volcan. Puis là, le volcan, il va exploser. On dit, c'est clair, là. Tout le monde le dit, là. Les scientifiques disent ce volcan-là va exploser. Puis les gens habitent dessus. Puis ils regardent le volcan. Puis... Ben, c'est ça. Fait que c'est ton devoir d'aller cogner à leur porte. Dire, hey, je pense qu'il y a de quoi qui t'intéresserait, là. Important, c'est que tu savais-tu que le volcan à côté de chez vous va exploser. Puis tu risques de perdre beaucoup, là, tu sais. Fait que je pense que c'est une action très empathique. C'est parce qu'on est empathique envers les gens. On s'inquiète des gens. C'est pour ça qu'on fait ça. On veut, hey, toc toc, je pense que ça t'intéresserait ce qu'on a à dire. Là. On a vraiment quelque chose d'important à dire. Puis, fait que tu sais, des fois, ça se fait... c'est ça, c'est perturbant. Donc, je revenais avec l'exemple du gars dans sa maison à côté du volcan. Il est peut-être en train de souper avec sa famille, puis tu le déranges en allant chez eux, mais tu le déranges pour une bonne raison, là. Je ne le savais pas encore, mais en acceptant de se prêter au jeu du podcast, c'est aussi à ma porte que François a frappé. Je me suis donc rendue à une réunion d'information à laquelle il m'a invitée le lendemain de l'interview. J'ai décidé de vous en partager quelques courts extraits afin de vous plonger dans l'expérience. Certaines études estiment que l'océan monte de 0,6 à 1,9 mètres d'ici à 2100. Une bonne partie de la population vit dans des endroits qui seraient submergés une fois que ces océans montent d'ici à 2100. Il y a 30% de la nourriture qu'on utilise qui vient de là. Avec les degrés d'acidité auxquels on s'attend d'ici à 2100, il y a carrément des poissons et des mollusques qui n'arrivent pas à constituer leur carapace. 10 millions de réfugiés sur la route, on peut imaginer. Donc la crise de Syrie en a provoqué, je crois, un, et a bouleversé complètement la politique européenne. Or, dans les chiffres de la Banque mondiale, pas exactement une institution progressiste selon certains, 200 millions de réfugiés d'ici à 2050. Les estimations varient énormément, mais on pourrait s'attendre à des milliards de personnes qui n'ont pas de foyer, qui doivent se déplacer. Il faut qu'on coupe nos émissions. Mais la richesse des pays en Occident a été fondée sur notre capacité à brûler du carbone et à utiliser l'atmosphère comme une poubelle. Les ressources naturelles ont été pillées pour le développement économique de l'Occident, et qu'aujourd'hui, selon cette vision, ce qui se passe, c'est de continuer avec ça dans la mesure où l'atmosphère est encore une fois en train d'être détruite par les pays les plus responsables, aux dépens des pays les plus vulnérables. C'est encore une fois une continuation de l'exploitation de leurs ressources pour nos propres intérêts. Donc l'idée que le changement climatique et ses impacts, ce qu'on ait peur qui nous arrive, est déjà en train de se passer pour les populations plus vulnérables. Le plus un pays a des moyens, le plus il peut mitiger ses impacts. C'est pour ça que chez XR, on déclare qu'on veut ce qui s'appelle une transition juste. Une transition juste, c'est un ensemble de principes. On pourrait tout simplement, si je suis dans une entretien radio, dire « tu l'as cassé, c'est toi qui répares ». Une transition réparatrice où le poids de la solution est porté par ceux qui sont responsables. Et il y a des pratiques scientifiques de comptabilité de carbone, de comptabilité de nos émissions historiques, qui prennent en compte ça dans la manière dont on crée une solution. On va parler de l'éthique de résistance. On va parler de vivre en temps de crise. Quelle est la solution, parce qu'elle existe? Comment atteindre cette solution? C'est beaucoup plus difficile. Notre éthique de résistance, de quel droit on peut faire ça? Et notre plan. On cherche, c'est une transformation absolument radicale de notre société d'ici à 2025. 10% de moins d'émissions de gaz à effet de serre chaque année, ce qui est absolument immense. Notre objectif, c'est à travers les actions de désobéissance civile, on va marteler le message qu'il faut une décarbonisation analogue à une mobilisation de guerre, et on va essayer de changer le discours public pour essayer d'introduire cette idée là-dedans. Au Royaume-Uni, où il y a eu 1300 arrestations avril dernier, qui ont paralysé Londres pendant 5 jours, ce phénomène commence à se passer. On voit dans les sondages des changements mesurables, on voit dans les articles et dans le discours général que l'idée d'une transition est de mesures draconiennes
commencent à rentrer là-dedans. À travers la philosophie politique occidentale, il y a une idée qui circule dans différents courants, qui est que, essentiellement, du moment où un État ne donne pas les conditions nécessaires à l'épanouissement à ses citoyens, sécurité, nourriture, eau, shelter, foyer, il y a un devoir ou un droit de désobéir. L'idée que, pour ceux qui empruntent la théorie d'un contrat social, le contrat est alors brisé. Les données scientifiques indiquent que ce contrat est brisé pour nous et pour nos enfants, dans la mesure où il est absolument légal dans un état de droit de réduire l'environnement à une poubelle inhabitable où on meurt de chaleur à l'équateur. Les chiffres parlent par eux-mêmes. Ils résonnent et sont éloquents. La bonne nouvelle, c'est que 3,5% de la population suffisent à faire bouger les politiques gouvernementales. De par ses actions collectives, Extinction Rebellion vise à atteindre 4 objectifs. Le premier, la reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet par les gouvernements. Le second, la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025, grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée. Le troisième, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, à l'origine d'une extinction massive du monde vivant. Et le quatrième, la création d'une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Je ferme cette parenthèse et vous laisse replonger dans la seconde partie de l'interview, où François commence par nous expliquer la naissance du mouvement et le rôle qu'il joue au sein de celui-ci. Vous pourrez retrouver toutes les références citées qui vont suivre sur le site labascule-podcast.com. Bonne suite! En fait, il faut comprendre que la naissance de ce mouvement-là vient vraiment d'un sentiment de panique. C'est qu'il y a eu le rapport du GIEC qui est sorti, qui était alarmant, qui faisait peur, qui peut même créer même de l'anxiété pour le futur et pour les générations futures. Est-ce que ce rapport est disponible à la consultation? Oui, le rapport du GIEC, c'est disponible pour tout le monde sur la planète. Tout le monde peut... Tu peux le trouver sur Internet. Oui, tu peux le trouver sur Internet. Donc, c'est le but de ce rapport-là, c'est justement qu'il soit lu par le plus de gens possible. C'est un rapport, dans le fond, le GIEC, ça vient des Nations Unies. C'est un rapport qui était destiné à mobiliser les autorités des pays à travers le monde à prendre une action drastique là, pour la lutte au changement climatique. Puis c'est ça, puis là, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, ce rapport-là, puis il y a des articles dans les journaux qui en ont parlé, puis ça sonnait un peu catastrophique, là, les scénarios que le rapport présentait. Donc ça vient vraiment d'un sentiment, ça vient d'une émotion de panique, je dirais, là, puis qu'à Londres, ça s'est exprimé de cette manière-là, je pense en octobre 2018, c'est qu'ils ont décidé de vraiment perturber la routine, la vie de tous les jours. C'est un peu comme s'il y a une météorite qui nous tombe sur la tête là, en quelques années, puis nous, on continue de faire notre 9 à 5, puis comme si rien n'était, tu sais. Puis... C'est comme si la météorite n'arrivait pas, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais, mais la météorite s'en vient, tu sais, ouais. Puis c'est un peu ça où, tu sais... Elle se rapproche, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu perturber, justement, pour la ville de Londres, pour pouvoir, tu sais, comme... shaker, le faire bouger un peu le statu quo là, pour que les gens puissent prendre action, les autorités en place pensent prendre action. Parce que premièrement, leur première demande, c'est que les autorités et les médias disent la vérité sur la crise climatique. Parce que, bon, si on regarde les autorités, les décisions qu'ils prennent, la manière qu'ils en parlent, c'est pas comme s'ils prenaient ça vraiment au sérieux, là. Ça a créé vraiment un mouvement planétaire. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Monsieur le Président, Monsieur le Commandant, Monsieur le Ministre, tous les capitalistes, vos projets avarices, tous vos mots de justice, ils crèvent de caprice. Oh non, 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 non. Mais du coup, à Londres spécifiquement, enfin en Angleterre, est-ce que du coup le gouvernement a mis des choses en place après ce mouvement qui a fait beaucoup parler de lui? Ouais, pas après en octobre, mais après avril. Ok.
Fait qu'en octobre, ça a parti le mouvement, je dirais. Là. Ça a fait vraiment grandir le mouvement. Ça l'a fait parler beaucoup d'eux. Oui, ça a été très, très médiatisé. C'est ça, ça a été très médiatisé. Puis par la suite, Extinction Rébellion ont déclaré une semaine de la rébellion qui se passerait en avril. Puis pendant cette semaine de rébellion-là, un peu à travers le monde, mais surtout à Londres, ils ont fait... il y a eu des milliers de personnes qui ont fait la désobéissance civile. Le centre-ville de Londres était rendu un peu comme perturbé. Puis la semaine d'après, le gouvernement britannique a déclaré l'urgence climatique, puis ont promis de mettre en place des lois contraignantes sur l'émission des gaz à effet de serre. Donc on peut voir que ça a eu un effet direct, là, puis assez rapide des actions du mouvement Extinction Rebellion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le principe de la désobéissance civile? La désobéissance civile, c'est 5 principes. Il y a 5 principes. En fait, c'est que si tu enlèves un de ces principes-là, je sais pas c'est quoi, mais c'est plus de la désobéissance civile. Le premier principe, c'est que c'est volontaire. Donc, tu fais pas la désobéissance civile sans faire exprès. Faut que ça soit quelque chose aussi de courageux. Donc, parce que c'est un acte de courage, tu prends des risques d'arrestation, tu peux perdre un peu de ta liberté, comme un sacrifice un peu là-dedans. Puis, l'autre principe, c'est que ce soit public et assumé. Donc, tu te caches pas pour faire la désobéissance civile ou tu te sauves pas. Faut que ce soit quelque chose que tu assumes, puis que c'est public. Parce que tu veux que... c'est sûr que le système judiciaire va juger de la légalité de ton action, mais tu veux que la population soit juge de la moralité de ton action. Donc, pas parce que c'est illégal que c'est immoral, puis pas parce que c'est moral, c'est légal. Donc, c'est ça. Fait que tu veux créer comme une sorte de débat où que la population doit juger de ton acte, s'il est moral ou pas. Faut que ça soit aussi quelque chose qui est politique. Donc, tu fais, souvent les actions d'obéissance civile, il ne faut pas que tu fasses ça pour un intérêt individuel. Tu fais ça pour un intérêt collectif, un intérêt de la société. Tu fais ça pour un progrès dans la société, ou tu fais ça pour défendre une minorité, ou ces choses-là. Donc, tu fais pas ça pour... parce que si tu fais la désobéissance civile pour un intérêt individuel, ça fait pas de sens, justement. Faut que ça soit aussi non-violent. Donc parce que bon, si tu veux que la désobéissance civile ait un effet un dilemme de la répression, tu dois que ce soit non-violent. Donc, c'est là que ça crée une situation de gagnant-gagnant. Donc, c'est soit qu'ils te laissent faire, puis t'es gagnant, ou soit qu'ils vont utiliser la répression sur ton acte, qui va juste indigner les gens en voyant ça, puis que t'es gagnant aussi. Donc, c'est comme créer une situation de gagnant-gagnant. Puis, il y a le mot civil. C'est important, là. Faut le faire avec civisme. Donc, la désobéissance civile, nous, on croit qu'il faut vraiment pas que tu atteignes à l'intégrité physique ou psychologique de l'autrui. Donc, tu fais pas la désobéissance civile, puis là, ça met quelqu'un en danger, ou ça l'insulte des gens, là. Non, fait que ça, c'est important aussi. Fait que ça ressemble à la désobéissance civile, puis aussi... Il faut comprendre, la désobéissance civile, c'est une tactique. Ce n'est pas une stratégie en soi. La désobéissance civile, c'est un moyen d'arriver à faire la pression à ton adversaire dans une lutte non violente. Donc, c'est sûr, tu ne vas pas sonner à la porte de quelqu'un, puis là, tu te dis, je suis pas d'accord avec toi, je m'attache après ta porte. Tu essaies d'établir un dialogue. Puis, par la suite... tu fais une pétition, après ça, tu vas peut-être déposer un projet de loi, tu vas faire les manifestations, puis là, s'il n'y a rien qui change, c'est là que la désobéissance civile prend son sens. Quand ça fait son sens, puis quand que les gens pensent, quand il arrive un moment où ce que la population est prête à faire la désobéissance civile, c'est parce qu'il y a déjà eu d'autres moyens de pression qui étaient faits avant. Donc, il faut comprendre que c'est dans une escalade des moyens de pression que la désobéissance civile fait vraiment son sens. Là. Puis, dans l'histoire, il y a eu, tu sais, je veux dire, la désobéissance civile a eu des changements là, importants là,
Mettons, pour les Noirs, le droit des votes des Noirs aux États-Unis. Donc, on fait de la désobéissance civile, puis ça a apporté un changement en Inde. Donc, ce qui est avec le mouvement gandhien, il y avait beaucoup de désobéissance civile avec la marche du sel. Ça vient vraiment d'une philosophie. Étienne, c'est dans les années 1600, 1500. Ça a commencé quand il y a un écrivain, là, une sorte de philosophe qui s'est posé la question, c'est quoi qui maintient le pouvoir, t'sais? Puis, il a bien vu que c'est la servitude volontaire. Donc, c'est ça que des gens volontairement vont décider de servir un individu, un gouvernement en place. Puis, ce qu'il dit, c'est soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Donc, ça a parti de ça, de vouloir dire, dans le fond, c'est là qu'on réalise que le pouvoir tient sur la servitude déjà. Fait qu'après ça, il y a eu aussi aux États-Unis, pendant le temps de l'esclavage, puis aussi au Mexique, là, vraiment des massacres là, qui se faisaient. Puis il y a un Américain qui lui a dit moi je paye pas mes impôts parce que je veux pas être complice de ça. Puis fait qu'il s'est ramassé en prison. Puis là, lui, il a écrit un livre. Puis dans son livre, il dit pour garder ton intégrité morale, si ta place est en prison, donc la personne juste, sa place est en prison, un peu. C'est ça. Fait que lui, il a décidé de garder son intégrité morale et ne pas être complice de quelque chose qui atteint à son intégrité morale, puis qui est à mettre en danger sa liberté. Fait que c'était un des premiers actes de désobéissance civile, un peu comme individuel. Il n'y avait pas encore de désobéissance civile de manière collective. Mais c'est là, comme le mouvement gandhien, où là, il y avait vraiment des mouvements de désobéissance civile, mais de manière collective. Fait que ça revient quand même loin, là, le principe de la désobéissance civile. Travailler jusqu'à la mort pour ces objets, ces trésors qui vaut rien vers la fin, qui vaudra rien demain quand tous les modes vont changer et tout sera replacé par un trésor ou jouet. Quoi faire de tous ces objets, de cette version de richesse, tout vide de sagesse? Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Attention, attention, attention. Aujourd'hui, tu donnes des formations de désobéissance civile de manière totalement publique et gratuite. Ouais. Est-ce que tu peux justement nous en parler un peu plus? Ouais, c'est des formations. On appelle ça des formations de désobéissance civile, là, mais il y a un aspect, puis c'est Philippe, mon ami Philippe, qui les fait avec moi, là, qui fait un excellent travail. Là, c'est dans le début de la formation. On parle vraiment de stratégie de lutte non violente. Donc là, pour que les gens comprennent le sens de la désobéissance civile dans une stratégie de lutte. Donc, tu ne vas pas te lancer dans la désobéissance civile sans avoir pensé et réfléchi comment qu'on va arriver à un changement. Donc, on a une partie qui parle de ça, qui est super importante pour que les gens, après, quand ils vont faire la désobéissance civile, ils vont comprendre vraiment le parcours plus large de l'action qu'ils font. C'est pas une action qui va faire en sorte qu'il y ait un changement. Faut que les gens voient ça comme une bataille dans une lutte là, qui était beaucoup plus grande. Puis aussi, dans cette formation-là, on va aussi pratiquer même physiquement des méthodes de comment interagir quand la police t'arrête de manière non violente. Aussi, comment réagir dans une situation de conflit. Fait que là, on a comme un scénario où d'un côté, c'est les travailleurs qui sont fâchés, qui ne peuvent pas aller travailler parce que vous, l'autre côté, en face, c'est les activistes qui les empêchent. Puis là, c'est un jeu de rôle où c'est des gens qu'il faut qui jouent le travailleur fâché, puis l'autre côté, faut que tu vives cette situation-là, parce que quand tu fais la désobéissance civile, c'est clair, c'est certain que ça va arriver, là. Si tu déranges des gens, puis là, il y a des gens qui sont fâchés, qui peuvent même avoir des comportements agressifs, donc c'est comment réagir avec ça, c'est un peu, il y a ça aussi dans la formation. Puis on donne une formation juridique, donc que les gens connaissent leurs droits, puis
le système un peu comment il fonctionne. Donc, c'est pas quelque chose que les gens connaissent vraiment. Là. C'est un peu compliqué, là, le système judiciaire. Là. Puis, on essaie que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne. Puis aussi, les genres d'accusations les plus fréquentes quand tu fais la désobéissance civile pour qu'ils puissent, après ça, prendre une décision en connaissance de cause. Donc, ça ne veut pas dire qu'après la formation, tout le monde qui l'ont suivi vont aller faire la désobéissance civile. Il y en a qui vont dire « Ah, ben c'est pas pour moi ». Puis c'est bien correct. C'est pour ça que cette formation-là, elle existe aussi. C'est pour que les gens puissent faire une bonne décision. Puis, on a aussi une formation média pour comprendre un peu comment ça fonctionne, les relations avec les journalistes, pourquoi travailler avec les journalistes, les médias. Puis, ça fait... Après ça, une simulation. À la fin, on fait une simulation. On fait semblant qu'on fait une action de désobéissance civile, le remettre un peu dans la peau d'une action. Puis, pour qu'en bout de ligne, à la fin de la formation, ils peuvent pratiquement par eux-mêmes être quand même assez bien outillés pour faire des actions, qu'ils soient de désobéissance civile ou pas. Même des actions qui n'ont pas de risque d'arrestation, cette formation-là peut aider justement à en faire aussi. Puis c'est une formation qui n'est pas seulement pour les gens qui veulent faire dans la lutte écologique. Ça peut être si t'es dans un mouvement antiraciste ou cette formation-là fonctionne aussi là, pour le mouvement féministe. Peu importe, on a vraiment construit cette formation-là pour que ça soit pour tout le monde, pour toutes sortes de luttes. C'est pas limité à la lutte écologique. Ça peut, si toi t'es vraiment une grande militante du mouvement féministe, par exemple, puis t'as envie d'apprendre sur la désobéissance civile, ben ça va vraiment... Tu vas vraiment un sentiment que ça fait du sens. Là. Tu vas pas arriver là, ah ouais, c'est pas du tout mon mouvement. Donc, puis aussi, il y a l'aspect, je pense que si on veut créer un changement, une transition écologique, là, tant qu'à ça, faire une transition beaucoup plus grande, là, tant qu'à ça, prendre cette opportunité-là pour changer le monde, qu'on soit un monde moins raciste, un monde qui va aussi changer pour que les personnes marginalisées ou racialisées puissent s'en sortir mieux. Là. Pourquoi, dites-moi pourquoi, endormi près d'un voisin, reconnu comme l'assassin de tous ceux qui ont faim, qui ont peur en leurs mains, de tout le ver de la terre, de tous les peuples du désert qui doivent fuir leur destin. Tu répondrais à quelqu'un qui te dirait que changer le monde, c'est utopique? Moi, ce que je réponds à ça, c'est qu'il faut être réaliste et demander l'impossible. Je pense que c'est exactement ça. C'est que si on rêve pas, on n'y arrivera jamais à la moitié de ce que ton rêve est. Avec la crise climatique, spécifiquement à ça, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est même plus une question de genre c'est utopique, c'est une question de vie ou de mort. La science le dit, si on fait rien, c'est l'humanité qui s'effondre. Fait que mettons que tu demandes à un animal, là, mettons une gazelle là, qui veut protéger ses bébés au milieu de plein de lions, là, c'est rêver. Mais elle va le faire pareil. Elle va rêver de pouvoir s'en sortir indemne avec son bébé. Puis je pense que c'est un instinct animal qui est en nous puis qu'il faut qu'on garde parce que je pense qu'à votre âge, on est rendu tellement dénaturé. Je pense qu'on a perdu ces instincts-là. C'est juste d'entendre des fois les gens un peu déficits. De toute façon, on va tous mourir. Je trouve que c'est comme une sorte de... C'est comme dénaturé si on est rendu à penser comme ça, parce que... Une sorte d'immobilisme. C'est ça, ouais. Puis je pense qu'il faut se renaturer. Il faut revenir, puis aimer la vie, puis vouloir qu'elle survive, la vie. Puis je pense que c'est ça. Puis c'est important, là, Puis peu importe, c'est sûr, un jour le soleil va s'éteindre, puis on va tout mourir. Mais tu sais, je pense d'ici là, on va tout faire pour qu'on puisse survivre. Et Extinction Rebellion dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera? Une très bonne question. Je pense que dans 10 ans, on va avoir marqué l'histoire. Là. Selon le rapport du GIEC, c'est qu'on a 6 ans pour vraiment commencer un changement drastique. Donc, on a 6 ans pour réduire les gaz à effet de serre de manière quand même assez importante.
En ce moment, ça augmente. On réduit pas, ça augmente. Fait qu'on a 6 ans pour que ça diminue, puis de manière assez importante. Après ça, c'est pas la fin du monde dans 6 ans, c'est pas ça. C'est qu'après ça, on va arriver à un point de non-retour. Ça veut dire qu'après ça, si on n'a pas fait assez d'efforts, on va arriver à un point où il y a plein de situations de déboulement qui va arriver. Là. Ça, c'est comme, bon, le permafrost va fondre, ce qui va amener plus de méthane. L'Arctique va fondre, ce qui va amener plus de réchauffement. Notre pouvoir de changement va commencer vraiment à diminuer. Là. Ça veut dire qu'on n'aura plus grand-chose qu'on est capable de faire. Donc moi, je souhaite que d'ici là, on va commencer vraiment un changement de société important. Puis dans 10 ans, d'avoir une assemblée citoyenne un peu partout dans le monde, dans chaque pays, qui sont là pour surveiller les autorités en place, qui font en sorte qu'il y ait une transition écologique juste, pas plein de divisions puis de haine, mais tu sais, comme une transition qui considère aussi les pays les plus pauvres que eux. C'est eux qui vivent beaucoup plus les catastrophes naturelles. Tu sais. Je pense que dans 10 ans, si on a réussi à avoir une assemblée qui est en train d'assurer cette transition-là puis qui travaille là-dessus, ben, je serais bien content. Puis je dirais qu'on a pratiquement la mission de réussir, là, une partie en tout cas. Puis je pense qu'Extinction Rebellion va changer, c'est sûr. Là, la dizaine d'années, là, ça sera peut-être différent la manière qu'on va opérer, la manière l'impact désiré. Là, ce sera peut-être plus juste des actions de désobéissance civile ou pratiquement ça. Il va peut-être avoir un autre aspect qui va savoir greffer au mouvement qui va être justement cette assemblée-là. Ou il va avoir... Peut-être une place politique. Oui, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir des sortes de greffes qui vont se faire dans le mouvement qui seront plus nécessairement axés sur la désobéissance civile dans 10 ans. Là. Il va y avoir plusieurs qui vont peut-être plus axés sur les solutions, le travail vers les solutions. C'est ça, ce sera peut-être l'objectif, parce que là, actuellement, c'est plutôt une bataille contre les gouvernements. Ce serait peut-être plus de coopérer avec eux, en allant dans la même direction. Je l'espère qu'on va être capable de se rendre là. Puis qu'à un moment donné, on va se dire, OK, là, on travaille ensemble. Là. C'est ça le but. Là. C'est le but, ouais. Si tu pouvais dire une phrase à ceux qui nous entendent, ce serait laquelle? C'est pas Greenpeace ou Équiterre ou David Suzuki qui change le monde, c'est le monde qui change le monde. C'est pas Extinction Rebellion qui change le monde, c'est le monde qui change le monde. Puis vous êtes tous des gens. Puis pensez jamais que vous pouvez pas changer le monde, parce que c'est faux. Tout le monde peut le faire. Si vous lisez des livres d'histoire sur des révolutions, c'est des gens ordinaires qui ont réussi à changer le monde. T'sais, mon parcours personnel, là, il y a vraiment eu des moments de bascule. Puis quand je travaillais à Greenpeace, quand j'arrivais à Greenpeace, là, j'avais ma guitare, puis là j'étais dans la rue. Puis là, j'étais supposé là pour mobiliser les gens, soit à donner de l'argent ou à venir faire partie de Greenpeace. Puis en fait, je racontais des histoires de gens ordinaires qui changeaient le monde. Puis je leur disais justement, mais toi aussi tu peux. Puis je voulais vraiment que les gens comprennent que ce que je leur demande, c'est rien de moins que changer le monde. Mais il y a plein de manières de le faire. Puis moi, j'étais là pour les aider, tu sais. Puis souvent, les gens, ben, sachant ça leur donnait envie de le faire, d'en faire partie. Puis qu'ils ne soient pas juste vus comme « Ah, regardez, donnez-vous votre argent, puis nous, on va se charger de changer le monde. » On fait « Non, c'est toi aussi le changement. » Puis c'est comme ça que j'ai réussi à avoir plein de gens qui se sont impliqués de manière bénévole, puis je continue de changer la vie des gens de cette manière-là. Je pense que c'est la meilleure manière de mobiliser quelqu'un, c'est par le dialogue. Tu parles avec quelqu'un, puis tu fais juste... Il parlait de, oui, le monde ne va pas tellement bien, mais regarde, on peut le changer ensemble. Puis juste le sentiment que tu peux apporter à quelqu'un de dire qu'elle n'est pas toute seule à penser ça, puis qu'il y a une collectivité, puis on est
plein de gens ensemble. Ça, là, je pense que c'est le meilleur cadeau que tu peux faire à quelqu'un. Parce qu'on en manque beaucoup dans ce temps-ci, dans une société individualiste. Là, on se fait on se fait pointer du doigt. Là, toi, tu manges la viande, ou toi, tu prends ton auto parce que là, mais les gens sont pris dans cette société-là. Là. Il y a beaucoup de familles là, qui sont obligées d'avoir une auto qui marche au gaz pour aller travailler. Puis ils se sentent coupables parce qu'on vit dans une société individualiste où on pointe du doigt. Puis c'est pas ça qu'on veut. Là, le changement, on veut qu'on le fasse ensemble, puis que ce soit un changement de société. T'sais, moi, je suis pas là pour pointer du doigt. Je suis là pour justement dire, regarde, peut-être que toi, t'es pogné à prendre ton auto pour pouvoir arriver à la fin du mois, puis tout ça. Mais si tu veux, donne ton temps avec nous autres. On va essayer de le changer de manière collective au lieu peut-être que tu le fais de la manière individuelle. Certains vont avoir des affinités avec un engagement peut-être plus politique, d'autres ça va être plus de l'humanitaire. C'est à chacun de se reconnaître dans sa lutte, puis dans sa bataille, parce qu'on est tous concernés par tout ce qui se passe. Mais c'est sûr que je pense que l'important c'est d'aller vers l'affinité, vers ce qui nous appelle, puis d'aller vers là. Le fait de faire des petites choses tous les jours aussi dans sa vie, même rien qu'une toute petite chose, genre éviter de jeter ton mégot de cigarette par terre, tu sais, c'est genre une petite action, mais si une quantité de monde fait ça tous les jours, c'est là que ça change le monde. C'est comme l'expression qui dit, là, qu'est-ce que ça change d'une goutte d'eau dans un feu de forêt? Ben, ça change tout, en fait. C'est que si on est tous ensemble à mettre une goutte d'eau, là, ça fait... on peut l'éteindre, le feu, là. Ouais. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut le voir. Par exemple, toi, t'es pas capable de réduire ton empreinte écologique, ben peut-être qu'il y a une question plus profonde à se poser, est-ce que c'est le système qui t'oblige à le faire? Puis je pense que c'est là que c'est pour ça que Extinction Rebellion a fait son sens. C'est que nous, on pense que ça, c'est impossible de demander individuellement à tout le monde de faire leur propre effort pour devenir carboneutre. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un effort de société qu'il faut se faire. Là. Je pense que c'est important d'appuyer sur cette notion-là, que pointer du doigt, c'est... On n'y arrivera pas en se pointant du doigt. Non, mais par contre, en parler, puis éduquer, transmettre, je pense que dans la transmission, la sensibilisation... Là, c'est ça, je pense que le dialogue est important, là, c'est de se parler, d'en parler, là, tu sais, si les gens ont un sentiment de culpabilité, c'est probablement parce que les seules personnes qui en ont parlé, ils se sont fait dire des choses qui les rendent coupables. T'sais. Puis je pense qu'il faut se parler d'une autre manière. Faut se parler vraiment plutôt d'une manière où je te comprends, je suis empathique, mais regarde, c'est peut-être pas nécessairement en quittant ta job qu'on va changer le monde, parce que je pense que tu vas pas y arriver après, là. Comment on te joint? Comment on joint le mouvement? Extinction Rebellion, ils ont un site web. Là. On a, au Québec, on a notre page web. Donc, c'est xiqc.org. C'est notre site web. Vous pouvez aller là-dessus. Vous pouvez faire un don. Vous pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion. Vous pouvez même nous écrire si vous avez envie de donner du temps. Donc, on a un comité qui sont là pour vous intégrer, pour vous souhaiter la bienvenue dans le mouvement, puis vous aider à trouver un peu qu'est-ce que vous aimeriez faire. Donc, si vous impliquez, moi, je vous conseille d'essayer de trouver qu'est-ce que tu aimes faire, parce qu'on veut avoir du plaisir à changer le monde quand même, là. Puis, on a aussi une page Facebook qui est quand même assez active, qui est Extinction Rebellion Québec. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, on a Instagram, tout ça aussi. Pour les Français qui nous écoutent, il y a les mêmes moyens de communication. Oui, pour les Français, il y a Extinction Rebellion France qui est quand même assez actif aussi, là. Donc, moi, je conseille d'aller sur le site web parce que, bon, sur le site web, c'est quand même, il y a tout, vous pouvez trouver vraiment la manière que vous voulez contribuer au mouvement assez rapidement. Donc, je pense que c'est Extinction Rebellion France. Vous googlez ça, puis vous allez le trouver assez rapidement. Là. Extinction Rebellion sur Google, puis je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Vous allez le trouver, ouais. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager si l'épisode vous a plu et à nous mettre un 5 étoiles ou même un commentaire. On a également ouvert une cagnotte dont 30% des gains sont reversés aux causes que nos invités soutiennent. Avec François, ce sera, comme vous l'avez compris, Extinction Rebellion.
Je vous laisse sur une touche musicale sélectionnée par François, avec un extrait d'une chanson pour Tché de Christiane, une magnifique et puissante composition dont vous avez déjà entendu des extraits tout au long de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel interview avec, cette fois-ci, Lucie au micro.